Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce bilan cinéma de l'année 2020. Il est temps de conclure l'année 2020, cette année particulière, très particulière, bien sûr. Ça faisait bien longtemps que vous n'aviez pas vu ma sale gueule dans une vidéo, avec donc ce format vue de ciné qui est devenu progressivement un podcast audio. Donc effectivement, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu face cam. Ça fait du bien, de temps en temps, quand même, un petit peu. On va quand même parler de cinéma, bien sûr, même si on peut dire qu'on en a un peu manqué, notamment des salles de cinéma. Je vais pas revenir sur tout ça, c'est pas le but de la vidéo, parce que je pourrais bien m'énerver et parler de trucs, mais déjà, vous pouvez avoir déjà quelques idées de ce que je pense de toute l'actualité cinéma dans les jeux de ciné, justement, parce que j'ai une partie actu à chaque début de jeu de ciné. Et évidemment, il y en aura en 2021 de ces jeux de ciné. Et d'ailleurs, je vais très vite faire ce qu'aurait dû être le jeu de ciné de la deuxième moitié du mois de décembre. Ça sort tous les 15 jours à peu près maintenant. Et donc le dernier jeu de ciné que j'ai fait était pour le début du mois de décembre. Donc là je vais faire la fin du mois de décembre. Je vais juste parler de deux films très rapidement. Le premier c'est Radioactive, réalisé par Marjane Satrapi, biopic sur Marie Curie avec Rosamund Pike dans le rôle titre, la géniale Rosamund Pike, qui est un film qui évite encore une fois le piège du biopic un peu classique. C'est-à-dire que c'est un film qui va tenter des trucs un peu esthétiques. Parfois ça marche moins, surtout que je trouve qu'il y a un gros problème de rythme. C'est-à-dire que parfois le film s'attarde sur des éléments qui sont pas très importants et au contraire zappe beaucoup d'événements importants. Après voilà, c'est bien réalisé, les acteurs sont très très bons. Enfin c'est bien réalisé. Oui, il y a quelques jolis plans, enfin, l'esthétique globale est intéressante, il y a vraiment quelques petites fulgurances par-ci par-là, on aurait pu vraiment voulu en voir plus, mais malheureusement ça n'en reste un peu qu'en surface. Et aussi la musique des Galperine est, comme toujours, très très sympa, très agréable à écouter. Et puis Rosamund Pike, qui porte le film quasiment à elle toute seule. Et puis évidemment aussi une grosse interpellation sur le fait que ça parle constamment anglais dans le film, alors que ça se passe à Paris. Ça c'est le genre de truc, bon, c'est pas... En plus, Marjane Satrapi est française, donc elle aurait pu, mais bon, apparemment non. C'est pour ça, donc j'ai l'impression qu'en fait, que le film a eu un espèce de... Bah, il a été roulé dans le moulage hollywoodien, et ce qui fait que j'ai l'impression que Marjane Satrapi avait plein de bonnes intentions, mais je pense qu'elle a pas fait ce qu'elle voulait, enfin, elle n'a pas pu faire plutôt ce qu'elle voulait, à fond en tout cas. Vraiment, quelques expérimentations par-ci par-là je pense, se trouve amont dans ce sens-là. Donc voilà, dommage. Donc sympathique, mais quand même assez oubliable, et c'est dommage. Et le deuxième film que j'ai vu il y a pas très longtemps, dont je parle très vite fait, c'est The Informer, réalisé par Andrea Di Stefano. Pardon, j'ai mon anti-sèche juste là, je suis désolé. Encore avec Rosamund Pike en plus, d'ailleurs je suis en train de voir. C'est aussi avec Rosamund Pike ce film, pardon. Très vite fait, ça parle d'un espion du FBI qui va être embarqué dans un truc où il va devoir aller en tôle pour infiltrer un truc de drogue, etc. J'en dis pas trop. Et donc petit thriller très classique sur le papier, et effectivement il est très classique, mais il est extrêmement efficace, bien foutu, et le casting est très bon. On peut retrouver aussi Anna de Armas, l'actrice cubaine, qu'on a pu voir dans À couteau tiré de Ryan Johnson, Blade Runner 2049, et ce genre de choses, qui commencent donc de plus en plus à monter, et ça fait très plaisir. C'est une exclusivité Amazon Prime, donc voilà, Amazon Prime fait aussi des films, bien sûr, et plutôt des bons films. En tout cas celui-là est plutôt un bon film, donc je vous le recommande. Voilà, c'est extrêmement classique mais très efficace, ça fait le taf parfaitement bien, il y a quelques bonnes idées, c'est pas si mal réalisé, et je trouve que le film a l'intelligence de pas mettre trop d'action, que c'est plutôt bien dosé avec parcimonie, et du coup quand ça bastonne un petit peu de temps en temps, bah, ça fait du bien, du coup ça réaccélère un peu le rythme, mais déjà le rythme est déjà assez soutenu, on s'ennuie à aucun moment. Donc voilà, j'ai vu d'autres films fin décembre, mais j'en parlerai plus tard, sans trop en dire. Du coup, un petit sommaire très vite fait, parce que bon là c'était vraiment une petite intro. Donc je vais commencer par parler d'un événement de début 2020, quand même, qui est lié au cinéma évidemment, et donc j'avais envie de faire une aparté. Je voulais en faire une vidéo à part, et j'ai pas du tout eu le temps de la faire, donc je vais le faire là, assez vite fait, je vais vraiment essayer de faire vite. Ensuite je parlerai de quelques bonnes surprises, comme l'année dernière, évidemment Outsider tome 10, et puis les attentes 2021, évidemment. Et alors, je vous cache pas qu'il y en a un paquet, vu que il y a eu beaucoup de trucs reportés, évidemment, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Avant d'attaquer l'événement de début 2020, quelques petites statistiques, très vite fait. Du coup, sur cette année 2020, j'ai découvert 172 films, pas dégueu, dont 62 qui sont sortis en 2020. Et parmi ces 62 sorties de 2020 que j'ai pu voir, j'en ai vu 46 au cinéma, ce qui est pas si mal, parce que, étant donné que les salles ont été fermées de la moitié de l'année, 46 films, je trouve que c'est pas trop mal. Et le reste, après, que j'ai vu, surtout pour des rattrapages, que j'ai vu sur les services de SVOD ou autres. Donc voilà.
quelques statistiques. L'événement de début 2020 dont je voulais parler, c'était donc le festival de Gérard Armé, le festival international du film fantastique, qui s'est tenu du 29 janvier au 2 février cette année. C'était la... Oh là, je sais plus quelle édition c'était, je crois que c'était la 27e ou 28e, je sais plus, je crois que je l'ai pas noté, hélas. Et ça a été mon premier festival de cinéma, ce Gérard Armé, donc c'était quand même un événement, et puis en plus c'était bah ouais, quasiment un mois avant le Covid, ça a failli pas se faire, hein, donc le timing était plutôt bon pour ça. Donc voilà, c'était assez génial de voir l'affiche qu'il y a eu, de voir la programmation, les différents jurys qui ont été annoncés, les films après qui ont été pris, qui allaient être présentés. Donc il y avait une compétition de 10 films, il y avait des films hors compétition, il y avait des rétrospectives. Cette année, il y avait une grande section accordée au cinéma de genre français, ce qui était génial dans l'idée, mais le problème c'est que malheureusement j'ai pu y aller que le samedi et le dimanche, alors que ça se tient sur 5 jours, et en fait c'était surtout le jeudi vendredi qu'il y a eu les films de genre français, avec en plus les réalisateurs concernés, à savoir Acton Raja, Pascal Logier, je crois qu'il était là. Il y avait aussi, je sais pas moi, qui est-ce qu'il y avait comme réalisateur, pourtant il y avait toute la fine fleur du cinéma de genre français, Coralie Farja, Sébastien Marnier, je crois qu'il était là aussi pour lors de la sortie, il y avait La nuit a dévoré le monde, enfin que des films comme ça, que des films qui ont vraiment fait que le cinéma genre français, et en plus surtout en ce moment, et avec Grave notamment aussi, a un certain espèce un peu de renaissance, et ça fait bien plaisir. Et évidemment qu'il y en aura, je pense, dans les années à venir, et notamment l'année 2021, où il y a notamment un film de genre français qui risque de tout péter, je l'espère sincèrement. Donc voilà, et donc j'y suis allé 2 jours, samedi et le dimanche, donc c'était le 1er 2 février, donc du coup j'y suis allé. Gérard Armé, c'est très loin de chez moi, hein. C'est dans le nord-est à peu près, il faut bien 6-7 heures de route aller, et donc 7 heures de route retour. Donc c'était quand même un sacré périple. J'y suis allé avec un ami qui m'a très gentiment accompagné. Et donc on a pu voir 10 films sur ces 2 jours, donc 5 samedi et 5 dimanche. De toute façon on ne pouvait pas faire plus de 5 films par jour avec le pass limité qu'on avait. Et donc je vais vous faire très rapidement un petit top 10 des films qu'on a vus. Et peut-être que certains, vous en avez déjà entendu parler, parce que c'est des films qui ont un petit peu après été distribués. Et il y en a aussi 2 ou 3 qui sont sortis au cinéma. Donc c'est pas si mal, et donc voilà, je vais revenir très vite fait dessus et vous dire où est-ce qu'il est possible de les voir. En numéro 10, c'était The Room, réalisé par Christian Volkmann, qui est une coproduction de plein de pays, je ne sais quoi, qui est avec notamment l'actrice française Olga Kurylenko. L'histoire en gros, c'est un couple qui est dans une maison, et il se rend compte que dans cette maison, il y a une pièce, The Room, qui en gros, tu rentres dedans, tu demandes un truc, et la chambre, enfin la pièce, va te donner ce que tu veux. Et littéralement tout ce que tu veux. Donc évidemment au début, ils vont avoir cette espèce d'euphorie, et puis donc ils vont demander de l'argent, plein de trucs, machin, ils vont s'éclater pendant quelques jours, machin. Jusqu'au jour où la mère va... Enfin la mère. Du coup là c'est ce révélateur. Le personnage de Olga Kurylenko va demander un truc bien plus important qu'un objet. Et du coup j'ai dit merde, donc vous savez ce que c'est. Et il va se passer des péripéties, etc. Je vais pas trop en dire non plus. Et donc voilà, l'idée de base est sympa, évidemment, mais je trouve que c'est raté. C'est assez raté. Effectivement, c'est intriguant dans la première demi-heure, mais très vite, ça tourne en rond, je dirais pas ça, mais disons que ça se perd dans des sous-intrigues qui sont pas intéressantes. Je trouve que l'histoire ne passionne pas sur la durée, qu'il y a beaucoup d'erreurs scénaristiques, que ça joue pas très bien, que c'est pas très bien réalisé. Donc voilà, c'est un film à concept qui a les choses sur le papier, mais qui je trouve ne transcende pas l'essai. C'était le film le moins intéressant que j'ai vu à Gérard Armé de mon côté. En numéro 9, c'était Rabid, réalisé par les sœurs Soska, qui est un remake d'un film de Cronenberg qui s'appelle Rage, que j'ai pas encore vu. En gros, donc c'est une personne qui travaille dans la mode, qui est banale. Le film, la personne est comme quelqu'un de banal, qui est pas très remarqué, qui voilà, bon, elle est là, mais elle est pas là. Et un jour, elle va avoir un grave accident, qui va lui totalement déformer le visage. Et elle va rencontrer un espèce de scientifique, un petit peu fou forcément, qui va lui proposer une espèce de remède miracle, et puis donc elle va être transformée, elle va devenir une très belle femme, et donc elle va devenir une star, machin, etc. Et évidemment, il y aura des effets secondaires, sans trop en dire. C'est le premier film qu'on a vu sur les 2 jours, et c'est un délire, c'est un gros délire, c'est un film qui se prend pas très au sérieux. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins. C'est pas inintéressant, il y a quelques bonnes idées, mais ça fait très série B, voire série Z par moment. C'est pas spécialement mal fait, mais c'est juste que ça se prend pas très au sérieux, il y a quand même des trucs qui font très kitsch, mais ça se regarde pas trop mal.
c'est plutôt rigolo à certains moments, et voilà. Pour le coup, c'est bien un film de festival où t'as pas envie de te prendre trop la tête, et ça se regarde plutôt bien entre potes un dimanche après-midi. Voilà. Ou un dimanche soir. Ou un samedi soir, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc, bon. Après, à voir si le film de Cronenberg est plus intéressant. Je pense qu'en tout cas, il est plus sérieux, le film de Cronenberg. Mais voilà, après, c'est pas inintéressant, et puis ça se regarde plutôt bien. Sympathique. En numéro 8, c'est Howling Village, alors qui maintenant s'appelle Inunaki, je crois. Le village caché, réalisé par Takeshi Shimizu, metteur en scène de The Grudge notamment. Qui, alors l'histoire c'est très compliqué, mais en gros, c'est des adolescents qui vont se perdre dans un village un peu fantôme. Et quand ils vont en revenir, ils vont être un peu traumatisés, puis après il va y avoir un suicide, et donc après il va y avoir une journaliste, non c'est pas journaliste d'ailleurs, enfin une femme qui va s'intéresser à tout ça, etc., qui va essayer de comprendre ce qu'est ce village un peu fantôme. Bon, voilà. Mais en vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un film qui a beaucoup divisé à Gérard Armé, qui a pas été bien reçu. Alors du coup, jusqu'ici j'ai pas dit. Alors, The Room est disponible en VOD et DVD. Rabid est disponible en VOD et en DVD, mais uniquement sur import. Il n'y a pas encore sortie française pour le DVD. Voilà. Parce que oui, après, le fait qu'il est divisé, c'est un peu logique en vrai, parce que c'est un film qui est très alambiqué, notamment dans son scénario. C'est un film qui est très difficile à suivre, mais en même temps, il y a beaucoup de bonnes idées. C'est un film qui sort un peu de la masse et qui est parfois assez surprenant, mais parfois aussi propose des effets un peu kitsch qui peuvent vraiment dégoûter. Mais l'histoire est assez intéressante, faut bien s'accrocher pour tout comprendre. Mais ça n'empêche pas que, bon, quand même, narrativement, c'est un bordel. Mais si on s'attache à l'histoire, on peut quand même y trouver un intérêt. Parce que c'est une œuvre presque ambitieuse de ce côté-là. Et puis il y a quand même quelques effets horrifiques qui fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, numéro 8 pour Inunaki. Disponible pareil en VOD et DVD. Et c'est le film qui a gagné le prix du jury à Gérard Armé. C'est assez inattendu, mais voilà. Le jury qui a été présidé par Asia Argento, fille de Dario Argento, grand metteur en scène italien, avec notamment Suspiria par exemple. En numéro 7, c'est The Vigil, réalisé par Cave Thomas, qui est sorti au cinéma le 29 juillet, et d'ailleurs on en a parlé avec Marie en plus dans un jeu de ciné, donc je vous renvoie au jeu de ciné, en fait, tout simplement. Et c'est un film qui est aujourd'hui maintenant disponible en VOD et DVD. C'était bien. Voilà, je vous invite à voir le jeu de ciné, normalement il apparaît en fiche quelque part, pour aller voir notre avis sur le film. En numéro 6, One BR The Apartment, réalisé par David Marmor, qui lui va bientôt sortir en DVD, le 12 février 2021, de ce que je vois. C'est le film qui a gagné le prix du public. Alors oui, parce que aussi, du coup je l'ai pas dit, The Room était en compétition, Rabid non, c'était hors compétition, Inunaki c'était en compétition, The Vigil c'était en compétition, One Beer c'était en compétition, donc voilà. Et donc du coup en fait, les films en compétition, c'était des films qui étaient éligibles pour des prix, et pour chacune de la compétition, quand on allait les voir, on nous remettait un petit ticket, où en gros, on pouvait après noter sur 4 étoiles le film qu'on venait de voir, donc qui était en compétition, et puis après on mettait ça dans une petite urne. Et donc One Beer a gagné le prix du public, donc c'est celui qui a eu la meilleure moyenne parmi tous les petits tickets étoiles qui ont été distribués. Et du coup, ouais, One Beer, ça raconte l'histoire d'une jeune adolescente, enfin jeune adulte plutôt, qui va emménager dans un quartier, et puis il va se passer des choses bizarres, et puis il va se rendre compte que le voisinage qui a l'air très sympa au premier abord n'était pas si sympa que ça. Voilà, j'en dirai pas plus. Et c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup fait réagir dans la salle. La salle était assez euphorique, et notamment sur la fin où ça a applaudi carrément. On était un peu surpris. Et c'est vrai que la grande force du film, c'est qu'il soit assez surprenant dans sa narration, justement, parce que c'est un film qui accumule les rebondissements. C'est vrai qu'au début, tu as l'impression que c'est un film d'horreur un peu classique, et finalement, ça va beaucoup plus loin que ça. Et puis après, il y a un autre rebondissement. Après, il y a un autre rebondissement. Donc voilà, sur un premier visionnage, c'est un film qui est super intéressant. Le problème, c'est que malgré tout, cinématographiquement parlant, c'est pas un film qui est incroyable. La technique est quand même assez limitée. Ça joue pas spécialement bien, c'est pas spécialement bien réalisé. Mais c'est un film qui tient en haleine, indéniablement. Mais je pense que c'est un film qui, sur un revisionnage, je pense, perd beaucoup de son impact. T'es berné sur le premier visionnage, toi en tant que spectateur, mais évidemment, quand tu vas le revoir et que tu sais comment ça se déroule après, bah, je pense qu'après tu te focalises plus sur d'autres trucs. Là où le long métrage peut du coup un peu plus pêcher, je pense, notamment donc en termes de technique ou en termes d'acting. Donc c'est dommage de ce côté-là, mais c'est effectivement très efficace, et c'est assez palpitant à suivre. Voilà. En cinquième, c'est Vivarium, réalisé par Lorcan Finnegan, qui lui est sorti au cinéma également le 11 mars, juste avant le premier confinement, lol. Donc avec Jesse Eisenberg et Imogen Poots, je sais pas qu'on prononce comme ça, donc qui est un couple qui veut emménager dans une maison pour pouvoir fonder une famille, et donc ils vont être enrôlés entre guillemets dans un nouveau lotissement.
ils sont pas très convaincus, sauf qu'ils vont être perdus dans ce lotissement et vont pas pouvoir en sortir. Et ils vont devoir élever un enfant bizarre qui n'est pas le leur. Et voilà, sans trop en dire. Donc pareil, c'est un film qui a un concept assez fort et qui lui pour le coup va passionner sur la durée, même si la seconde moitié est un peu moins réussie. Mais malgré tout, c'est un film qui est très intelligent dans ce qu'il raconte, parce qu'il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup de symbolisme. Et qui fonctionne très bien, parce qu'en fait, l'horreur, c'est pas un film qui fait peur en soi, mais c'est un film qui a une vision assez pessimiste de ce concept de famille, etc. Et en ça, c'est assez effrayant. Ça joue très bien le duo Eisenberg-Poots, c'est assez génial. Et il y a beaucoup de bonnes idées. Et pareil, c'est un film un peu de série B, hein. Tu sens que le film est un peu limité techniquement, mais je trouve qu'il utilise très bien son concept pour qu'on fasse fi de ça, justement. Et c'est vrai que la fin est un peu frustrante, parce que en plus, Jesse Eisenberg, le metteur en scène, avait parlé de ça. Ils ont eu un manque de budget. C'est vrai qu'il y a un moment, il y a une scène où disons que ça s'accélère un petit peu. On passe un peu dans un autre univers, entre guillemets, sans trop en dire. Et cette scène devait être beaucoup plus longue à la base, sauf qu'ils n'ont pas eu le budget pour le faire. Donc du coup, t'es un peu frustré parce que la scène en question est assez courte, alors qu'il se passe des trucs de fou et tout. En disant putain. Et finalement, t'as pas vraiment de réponse à la fin. Donc après, t'en as qui pourront aimer, mais c'est vrai que le film est très avare en explications. Tout ne sera pas expliqué, loin de là. Mais malgré tout, c'est un film qui était intriguant et qui, je trouve, fonctionne très bien. Et pareil, il était en compétition Vivarium et One Bière aussi. Mais ça, je crois que je l'avais déjà dit. En numéro 4, The Lodge, réalisé par Séverine Fiala et Veronika Franz, qui sont des Autrichiens, pardon. Donc oui, ce film était hors compétition. Alors en gros, ça raconte l'histoire de deux enfants qui vont, à la suite de la mort de leur mère, du suicide de leur mère d'ailleurs, autrement dire, vont devoir passer des vacances de Noël avec leur père et leur belle-mère. Donc la nouvelle compagne de leur père. Sauf qu'il va y avoir un souci, une grosse tempête, le père va être bloqué, et donc les enfants vont devoir rester avec leur belle-mère qu'ils n'aiment pas beaucoup, et il va y avoir une espèce d'accumulation de problèmes, etc. Et la belle-mère va commencer à péter un câble, sans trop en dire. C'est un film qui est très surprenant, c'est un film assez intriguant, qui fonctionne vraiment très bien. Pareil, il y a beaucoup de rebondissements qui rendent le tout très palpitant. C'est un film qui fait flipper, il y a vraiment des moments qui font très flipper. Et le retournement final est assez fort aussi. C'est bien foutu, ça fait vraiment partie, là on commence vraiment à arriver dans les vrais bons films de la sélection. C'était vraiment bien. Je vois pas comment le dire autrement en fait. Donc voilà. Vive recommandation pour The Lodge, qui pareil est disponible en VOD et DVD, tout comme Vivarium, je l'ai pas dit, mais maintenant Vivarium est disponible en VOD et DVD, et c'est pareil pour The Lodge. Le numéro 3 qui était en compétition, c'était Sea Fever, réalisé par Neasa Hardiman. Alors c'est une jeune scientifique qui va arriver dans un équipage de bateau, gros bateau de pêche. Ils vont avoir un souci parce qu'ils vont s'aventurer dans une zone où ils n'auraient pas dû aller, et il y a un espèce de virus qui va commencer à contaminer les membres de l'équipage, MDR. C'est pas le Covid, hein. Et pareil, bonne surprise, c'est un film assez classique dans l'idée, mais qui fait très bien le taf. Ça joue bien, les personnages sont attachants et intéressants. Il y a beaucoup de bonnes idées, c'est très joli esthétiquement, et c'est parfaitement divertissant, donc voilà. Bon film aussi, Sea Fever. Il n'est pas extraordinaire, mais c'est un bon film qui fait très bien le taf. Donc voilà. Le numéro 2 est dans le top 10 de 2020. Et pas que de Gérard Armé. Donc vous verrez dans le top 10. Je ne vais pas en parler maintenant. Mais en tout cas, ce film-là, je l'ai vu à Gérard Armé. Et le numéro 1, c'est Sainte Maud, réalisé par Ross Glass, qui devait sortir... Alors, au tout début, au moment du festival, il devait sortir en juin au cinéma. Après, il a été repoussé en novembre. Après, il a été repoussé en décembre. Et donc, il sortira en 2021. Donc, il sortira au cinéma en 2021. Et je vous en supplie, il faut y aller. Sainte Maud, et c'est un premier film donc de Ross Glass, une britannique, et c'est génial, c'est formidable. C'est une production A24 qui nous a offert récemment un ensemble de films d'horreur, notamment les films de Ari Aster, Hérédité et Midsommar, et c'est dans la même veine, c'est absolument génial. Sainte Maud est mon gros coup de cœur de Gérard Armé, et vraiment, et ça sortira en 2020 en salle. Je peux vous assurer qu'il aurait eu une très bonne place dans le top 10 général de 2020, mais du coup je peux pas le mettre parce qu'il est pas sorti en 2020, et ça me fait chier parce que putain le film est génial, vraiment, c'est extrêmement bien réalisé, la musique est géniale, les actrices notamment sont géniales, c'est flippant, c'est extrêmement angoissant, il y a tellement d'idées, et puis la fin est dantesque, enfin... Voilà, et donc c'est le film qui a tout gagné à Gérard Armé, Grand Prix, prix de la critique, meilleure musique, voilà.
Rien que ça, c'est une grosse claque. C'est une grosse claque. Et je crois aussi qu'il a eu le prix du jury jeune aussi, parce qu'il y avait aussi un jury jeune. Donc il l'a gagné aussi ce prix-là. Donc là, 4 prix et amplement mérité, parce que Sainte-Maud est vraiment le film qui a roulé sur tout le monde dans la compétition. Et c'est entièrement mérité, parce que vraiment c'était formidable. Voilà. Sainte-Maud 2021 en cinéma, ne le ratez pas, je vous assure, ne le ratez pas. De toute façon, on en reparlera dans Jules Ciné quand il sortira en salle, et vraiment il faudra y aller à fond. Voilà pour cette grosse parenthèse Gérard Armé, j'espère que c'était pas trop long. On passe à la suite avec les bonnes surprises. Ça va aller relativement vite, il n'y en a que 3. Donc des films que j'ai bien aimés et qui malheureusement n'ont pas été très bien reçus, enfin, en tout cas qui ont divisé beaucoup, voire même qui ont été plutôt mal aimé. C'est le cas notamment pour les 2 premiers qui ont été mal aimés, le 3e a le plus divisé. Le premier film des bonnes surprises, c'est Les Nouveaux Mutants, réalisé par Josh Boone. Depuis le temps qu'on l'attendait, ça faisait je crois 2 ans déjà que je l'annonçais, Les Nouveaux Mutants de Josh Boone. Un film que j'ai donc bien aimé, j'en parle dans un jeu de ciné, pareil ça va s'afficher en fiche. Je vous y renvoie pour pas me répéter, mais voilà. Je l'ai pris pour ce que c'était, le dernier film, sous la houlette de la Fox, qui maintenant a été racheté par Disney, donc voilà. Plus de X-Men avec la Fox, et ça va beaucoup me manquer. La deuxième bonne surprise, pardon, c'est The Rental, réalisé par Dave Franco, frère de James Franco. Pareil, j'en parle dans un jeu de ciné, donc je vous y renvoie. Un film qui a été, assez peu aimé, et moi, franchement, j'ai pas boudé mon plaisir. Alors, c'est très classique, mais putain, j'ai vraiment aimé, quoi. Et j'ai l'impression que je suis tout seul sur ce coup-là, mais j'ai vraiment aimé le film, j'ai trouvé efficace, bien foutu, extrêmement palpitant, avec des bons personnages, un bon casting. J'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Je sais pas si c'était le plaisir de voir un film en salle entre 2 confinements, j'en sais rien, mais non, moi j'ai vraiment aimé The Rental. Je vous renvoie vers le jeu de ciné pour plus de détails. La dernière bonne surprise que j'ai vue très récemment, c'est I'm Thinking of Ending Things, ou Je veux juste en finir, réalisé par Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, scénariste notamment de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est difficile à dire. Eternal Sunshine of the Spotless... Putain, j'arrive pas à le dire. Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Voilà, scénariste de ce film-là, que je n'ai toujours pas vu, mais qui paraît-il est génial. Il faut que je le regarde. Bref, I'm Thinking of Ending Things est donc une exclusivité Netflix. Je vais y arriver. Alors, c'est pas un film qui divise beaucoup, mais c'est vrai que c'est un film qui est très particulier. Et je comprends qu'il puisse être contenancé. Et en fait, je vous en parle surtout parce que c'est un film donc, que j'ai vu il y a quelques jours, mais qui ne m'a pas quitté depuis tout ce temps. Je l'ai pas adoré sur le moment, mais plus j'y pense, et plus c'est un film que j'aime beaucoup, enfin que j'aime vraiment bien, et j'ai même failli mettre dans les Outsiders, c'est vous dire. Mais du coup j'en parle là parce que bon aussi le fait qu'il est un peu divisé, ça c'était intéressant pour cette catégorie des bonnes surprises. Et vraiment c'est un film que je trouve extrêmement fascinant. En gros l'histoire c'est un jeune couple qui partent en voiture pour aller rencontrer, enfin pour que la femme du couple rencontre les parents de l'homme du couple, alors que leur relation est assez, assez fraîche, enfin elle est pas très longue, enfin ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, et justement bah, la femme du couple, on est plutôt sur son point de vue, et quand elle dit je veux juste en finir, c'est pas forcément sa vie, mais c'est surtout le couple. Donc en fait tout le début du film, on a pas mal ses pensées intérieures, et on se dit, elle se dit est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à faire ma vie avec lui? Et en fait, une fois qu'ils vont arriver chez les parents, il va se passer plein de trucs étranges, et puis ça va s'accélérer. Voilà, sans trop en dire, parce qu'en plus il y a beaucoup de retournements de situation. Après je le reconnais, hein, j'ai rien capté. Hein. À la fin du film, j'étais en mode j'ai rien compris. J'ai trouvé ça vraiment bien, mais j'ai rien compris. La dernière demi-heure notamment, ça part loin, mais une fois que tu comprends, bah c'est limpide. Et c'est d'une telle puissance. Vraiment la dernière demi-heure je l'ai trouvé assez folle. Il y a beaucoup de mise en scène. C'est un film avec une photographie magnifique aussi. Les acteurs sont excellents. C'est Jessie Buckley et Jesse Plemons qui sont tous les deux excellents. On a aussi Toni Collette qui n'a plus rien à prouver. Et David, je sais pas comment on prononce, David Thewlis, je sais pas trop comment on prononce, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui, pour vous situer, joue Lupin dans Harry Potter, personnage que j'aime énormément aussi. Donc voilà, c'est un Thinking of... Je veux juste en finir, I'm Thinking of Ending Things, et vraiment bien. Vraiment, si vous voulez voir un film qui sort un peu de sentier battu, et qui est extrêmement fascinant, et qui raconte beaucoup de choses sur la vie, sur la mort, sur tout ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de questionnements là-dessus, et c'est un film qui est assez déprimant dans l'idée, hein, donc faut être préparé, parce que c'est pas un film très gai. Mais si vous êtes prêts, si vous êtes dans le délire, vous pouvez vraiment adorer. En tout cas, moi je l'ai vraiment bien aimé, et plus j'y pense, et plus je le trouve assez fort. Donc voilà, Netflix sort aussi des bons films.
et ça fait bien plaisir. C'était quand même assez cool de sortir ça sur leur plateforme. Ça fonctionne très très bien. C'est beau, putain. Oh que c'est beau, putain, hein. Oui, bon, il y a sûrement eu un changement de plan, de cadre. Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes trucs dans le décor. M'en fous, voilà, c'est pas le même jour. Le tournage a été fait sur plusieurs jours. T'as vu, c'est un vrai film. Bref, les bonnes surprises, c'est fait. Il est temps de passer au vif du sujet, de rentrer dans le dur. Avec les Outsiders, pour le bilan cinéma 2019, j'en avais beaucoup trop fait. Je suis bien d'accord. Là, j'ai vraiment essayé de resserrer sur vraiment les essentiels. C'est-à-dire vraiment les films qui était à ça d'être dans le top 10. Le premier film est un documentaire, c'est Kubrick par Kubrick, réalisé par Gregory Monroe, alors qui était diffusé sur Arte, c'était juste après qu'ils avaient diffusé Barry Lyndon de Kubrick, qui m'a d'ailleurs permis de découvrir Barry Lyndon, que j'aime beaucoup. J'en parle dans un jeu de ciné, je crois. Ah, quoique peut-être pas, c'était peut-être avant les jeux de ciné. Bon, je sais plus. Non, si, je crois que j'en parle dans un des premiers jeux de ciné, pardon. Et du coup, voilà, donc c'est un documentaire avec des entretiens assez rares de Kubrick, qui parle donc lui-même de ses films. Les principaux, hein, il ne revient pas sur toute sa filmographie, mais il parle de 2001, de Shining, de Full Metal Jacket, etc. Et c'est passionnant à suivre, en plus la forme a été très soignée, je trouve. C'est un documentaire français en plus, donc il y a une vraie... On peut être fier de ça, hein, parce que vraiment c'est très court, hein, ça fait à peine 1h15, mais c'est absolument passionnant à suivre. Et même si, disons qu'on n'apprend pas grand chose, ça reste assez intéressant de l'entendre parler, et de voir un peu sa vision des choses, et c'est passionnant, voilà. Pour tout amateur de cinéma et de Kubrick, dont je fais partie, c'est... passionnant à suivre. Donc voilà, Outsider pour Kubrick par Kubrick. Le prochain Outsider, c'est Monos, réalisé... Oh merde, j'ai pas noté le nom du réalisateur, je suis une grosse merde. J'ai déjà oublié le nom du gars, je suis désolé. Monos, c'est réalisé par... Je savais bien que c'était un Alejandro Landes, je ne sais pas comment on prononce. J'en ai parlé dans un jeu de ciné, donc je vais pas revenir dessus. Mais sachez que c'était une très bonne surprise pour moi, c'est une vraie claque esthétique, Monos, et je vous le recommande à fond, je vous renvoie vers le jeu de ciné, encore une fois, il y aura normalement l'affiche qui va s'afficher. Le prochain Outsider, c'est Les Filles du Docteur March, réalisé par Greta Gerwig, cette fois je l'ai bien dit. Donc nouvelle adaptation de la nouvelle de... Ah bah c'est ça aussi de rien noter du con, hein. Non mais je m'en veux, pourtant si je note des trucs, hein, mais là j'avoue que... Ça, les trucs importants, je les note pas, tu vois. Le bouquin a été écrit par Louisa May Alcott. Voilà, c'est ça. Donc, nouvelle adaptation de ce roman, donc Les 4 filles du Dr March, parce qu'il y en avait déjà eu 2 ou 3 avant. La plus récente est datée des années 90, elle était avec Winona Ryder, que je n'ai pas vu. Mais pour le coup, le film de Greta Gerwig m'a donné envie de voir les autres adaptations qui ont été faites, parce que j'ai beaucoup aimé le film. Et j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Alors c'est un film qui est sorti en tout début d'année, et vraiment, je l'ai rattrapé récemment là, et franchement, bah, très bonne surprise. J'ai trouvé le récit absolument passionnant, je trouve le casting fou. En même temps, il y a un sacré casting entre Florence Pugh, Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, pardon, Laura Dern, Bob Odenkirk. Enfin bon, bref, le casting est juste taré. Et ils sont tous excellents, c'est vraiment un des gros points du film, c'est le casting. Mais l'histoire est passionnante, ça dure 2h15, j'ai pas vu le temps passer à aucun moment. Je trouve que c'est extrêmement bien équilibré, parce qu'on suit un peu dans 2 temporalités. Et je trouve ça très bien géré, il n'y a aucune baisse de rythme pour moi. Je trouve que les transitions sont faites avec une grande intelligence, la photographie est sublime. Le seul défaut que j'aurais à noter, ce serait pour moi la musique peut-être de Desplat, que je trouve un peu trop présente et un peu trop... ça tire un peu trop sur les violons. Je sais pas si je suis très clair en disant ça. C'est le seul truc que je reprocherais au film, parce que du coup je trouve qu'il y a certaines scènes qui perdent un peu d'émotion avec ça. Mais voilà, à part ça, bah, j'ai adoré. Pas au point de le mettre dans le top 10, mais il était vraiment à ça d'y rentrer. Et le dernier Outsider, c'est Madre, réalisé par Rodrigo Sorogoyen, dont je parle dans un jeu de ciné pareil. Donc je vous renvoie vers le jeu de ciné. Encore une fois, la fiche devrait apparaître à l'écran. Là, maintenant, logiquement. Voilà pour les Outsiders, il est donc temps d'aborder le top 10. Et vous savez quoi? On va pas faire un top 10 classique. Parce qu'à un moment, faut se renouveler, tu vois, un petit peu. Et honnêtement, vu la gueule du top 10, j'ai quasiment parlé de tous les films dans un jeu de ciné. Donc au lieu de vous renvoyer bêtement vers les jeux de ciné et ne pas me répéter, je vais utiliser une expression. Alors je sais pas si elle est exacte et je ne sais pas qui l'a dit, mais
Des images valent mieux que 1000 mots. Alors, voici mon top 10 2020, en images et en musique. Voilà, c'était donc mon top 10 2020. J'espère que ça vous a plu, cette petite interlude musicale. J'espère que YouTube ne m'aura pas niqué avec les droits d'auteur. On ne sait jamais, on va espérer. Il est temps de conclure la vidéo avec les attentes 2021. Et alors, il y a beaucoup de films. J'en ai noté
pas mal. Alors, je vais donner aucune date de sortie, parce que vu que ça va être totalement incertain. Mais voilà les films qui devraient sortir en 2021. Donc j'ai fait une petite sélection. L'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier, c'est pas de celui que j'attends le moins à celui que j'attends le plus. J'ai pris une liste, j'ai pris ceux qui m'intéressaient. Voilà, l'ordre, il n'y a pas forcément d'ordre spécifique, mais voilà. Voici donc mes principales attentes 2021, en espérant que ces films sortiront bien en 2021. Dune de Denis Villeneuve, évidemment, en espérant que sortira dans les salles françaises. Par pitié, je vous invite à voir mon dernier jus de ciné pour comprendre pourquoi je dis ça. Le dernier James Bond, le nouveau James Bond, plutôt, évidemment, de Kari Joji Fukunaga, j'espère que je prononce bien, Mourir peut attendre, donc. Parce que James Bond, hein, évidemment, et puis le générique de Billie Eilish que j'aime beaucoup. Le OSS 117 3 de Nicolas Bedos. Je dois avouer que ce soit Bedos qui réalise, c'est étrange, mais je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant quand même. Le nouveau Edgar Wright aussi, Last Night in Soho, qui apparemment est un film un peu d'horreur, avec Anya Taylor-Joy. Décidément, elle va être partout, hein, Anya Taylor-Joy. Je pense que là, maintenant, c'est terminé. On va la voir partout. Sans un bruit 2, aussi, qui a été reporté, donc voilà, on espère qu'il sortira en 2021, de John Krasinski. Très, très curieux de cette suite. Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal, production super-héroïque française, avec un casting de dingue. Évidemment que j'ai très envie de voir ça. La suite de Top Gun Maverick, réalisé par Joseph Kosinski, avec Tom Cruise évidemment. En vrai, Top Gun, je m'en fous, j'ai même pas vu le premier film, d'ailleurs faudra que je le vois pour ce second film. Mais honnêtement, le trailer m'a beaucoup plu, donc why not. Matrix 4 de Lana Wachowski, je sais jamais comment on dit. J'ai pas encore vu le 3 de Matrix, faudra peut-être que je la regarde. Et pareil, en espérant que ça sortira dans la salle française, hein, parce que c'est pas gagné non plus. Sound of Metal, réalisé par Darius Marder, qui parle d'un batteur d'un groupe de rock qui commence à perdre l'audition, ça a l'air formidable, c'est avec Riz Ahmed et Olivia Cook, ça a l'air génial. La Nuée de Juste Philippot, qui est donc ce fameux film de genre français qui devait sortir en fin d'année aussi, qui sortira donc en 2021, qui a l'air dingue, ça a l'air génial, ça a l'air tellement génial, ça devait être le film de genre français de 2020, ça sera le film de genre français de 2021, et j'ai vraiment très très hâte de le voir. Cruella de Greg Gillespie, parce que Emma Stone joue Cruella, je pense que c'est le seul argument que j'ai qui m'a donné envie de voir le film, sinon... Voilà. Le nouveau Mission Impossible, le 7, réalisé par Christopher McQuarrie, parce que j'avais adoré Fallout. Même si, bon, il faut encore que McQuarrie réanouvelle sa mise en scène. On verra bien. Teddy, des frères Boukerma, qui paraît a l'air d'être un film de genre francophone. Je sais pas s'il est français, je crois qu'il est belge, ou franco-belge, je sais pas. Qui a l'air assez génial, qui paraît d'un loup-garou, enfin d'un homme loup-garou. Je suis intrigué. Spirale de Darren Lynn Bousman, qui est un spin-off de la saga Saw, qui a l'air assez improbable sur le papier, mais donc du coup ça m'intrigue beaucoup. Amant de Nicole Garcia avec Pierre Ninet et Stacy Martin, ça a l'air génial. Boîte noire de Yann Gozlan, toujours avec Pierre Ninet, qui est le metteur en scène de l'excellent Burnout, donc c'est son nouveau film, j'ai très hâte de voir ça, thriller français qui a l'air génial. The Favor, réalisé par Florian Zeller avec Olivia Colman, que j'aime beaucoup, donc rien que pour ça j'y vais. Messe basse, réalisé par Baptiste Drapeau, avec Alice Isaz notamment, donc pareil, petit thriller français qui a l'air assez intriguant. Babylone de Damien Chazelle, bon même s'il n'y a plus Emma Stone au casting, elle a été remplacée par Margot Robbie, c'est Damien Chazelle, donc évidemment très intrigué. Old de M. Night Shyamalan, parce que Shyamalan, j'adore ce metteur en scène, ça a l'air fou, comme d'habitude. Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Fira, très intrigué évidemment. Affamé de Scott Cooper, donc le metteur en scène du très bon Hostile, s'attelle au film d'horreur, j'ai très hâte de voir ça. Évidemment, Kaamelott premier volet d'Alexandre Astier, putain, ça devait sortir en fin d'année, fait chier. Ça sortira jamais, bordel. Donc évidemment ultra intrigué. J'ai pas encore écouté la musique du film qui est sorti en novembre, parce que j'ai pas envie de spoiler ça, mais putain, je suis trop impatient, bordel. The Northman de Robert Eggers, parce que Robert Eggers. Malignant de Jess Wan, parce que Jess Wan qui revient à l'horreur en plus, donc évidemment que je suis intrigué. The Bunches of Inisherin de Martin McDonough, parce que Martin McDonough, metteur en scène du chef-d'œuvre Bon Voisin de Bruges et de l'excellent Three Billboards. Titan de Julia Ducournau, parce que Julia Ducournau, metteuse en scène de l'excellent Grave évidemment. Mandibule de Quentin Dupieux, parce que Quentin Dupieux. 5ème set de Quentin Reynaud avec Alex Lutz dans le rôle titre, donc qui parle d'une gloire du tennis, ça a l'air génial. Bac Nord de Cédric Jiménez, qui va être un film d'action policier français assez génial. Et Beau is Afraid de Ari Aster, parce que Ari Aster, voilà. Donc déjà rien que ça, si tout ça sort en 2021, ça sera fou. Il y a beaucoup de nouveaux films de metteurs en scène modernes qu'on adore. Donc je suis évidemment ultra intrigué par tout ça. Et j'espère que tout ça sortira en 2021. On croise les doigts. Voilà. Et donc cette année a été particulièrement spéciale, 2020. Mais malgré tout, on a quand même vu des bons trucs. Donc voilà, bah rendez-vous bientôt
pour de nouveaux films, hein. Donc on parlera de tout ça évidemment dans les différents jeux de ciné qui sortiront dans l'année. Il y aura d'autres vidéos face cam en 2021 normalement, qui sortiront un petit peu du cinéma mais pas trop non plus, histoire de diversifier un peu la chaîne. Peut-être qu'en 2021, je dis bien peut-être, je vais lancer une chaîne Twitch. Possiblement, je sais pas encore trop quoi faire dessus, mais je pense à parler de cinéma aussi, bien sûr. Faut que je trouve le concept pour les jeux de ciné, et pour la chaîne Twitch, pardon. Ça peut être intéressant. Évidemment, je vous tiendrai au courant si ça sort. Et puis, 2021, les résolutions, c'est évidemment de voir plein d'autres films. Je pense participer aussi à Gérard Armé cette année. Alors, ça sera en ligne, mais ça sera toujours cool, je pense. Et puis voilà. Et puis aussi une nouvelle caméra en 2021. Je sais pas quand, mais il faut que j'achète une nouvelle caméra parce que c'est plus possible là. J'espère que d'ailleurs vous me voyez toujours parce qu'il fait très gris dehors. Je sais, mais ça se trouve vous me voyez pas depuis tout à l'heure. Et je vais devoir faire un truc au montage pour la luminosité, ça va être pour la lumière, ça va être dégueulasse. Un vrai bonheur. Merci de m'avoir suivi pour ce bilan cinéma 2020. Je vous souhaite une très bonne année 2021, bien sûr. La santé, évidemment, lol. Le bonheur, la réussite, tout ce que vous voulez. Bonne soirée, journée à vous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Voyez des films. Salut!